Bonjour, je voudrais revenir ici sur la présentation que j'avais faite lors d'une séance organisée à la faculté d'Aix-Marseille dans le cadre du séminaire Relinum, Religion, numérique et normativité, que j'organise avec Blandine Chély-Nippon, professeure au LIDEMS. La question examinée à ce séminaire était: que peut apporter l'analyse Big Data à la connaissance des réseaux religieux? Les chercheurs en sciences sociales sont assez peu familiers des techniques informatiques et encore moins des traitements de données de masse. On peut dire que sont inexistants les travaux sur l'islam, en particulier l'islam en Europe, qui emploient ces techniques, à une exception près, et c'est de cela dont je voudrais vous parler, le rapport intitulé La fabrique de l'islamisme, publié en 2018 par l'Institut Montaigne. Alors c'est un travail très riche, très intéressant, assez complet, qui a été produit donc avec ces méthodes, avec des partenaires spécialisés en big data pour déterminer les autorités et les principaux influenceurs islamistes du web francophone et les thématiques qui les intéressent prioritairement. Alors je vais vous dire quelques mots de ce rapport, ensuite je vous présenterai ses résultats et on conclura sur les apports et les limites de l'usage du big data pour étudier les réseaux religieux. Alors commençons par son auteur, Hakim El-Karoui, normalien, agrégé de géographie, homme d'affaires, qui a travaillé donc au cabinet du Premier ministre en 2002 à Bercy. Il a travaillé aussi à la Banque Rothschild et il a produit un certain nombre de rapports dans le cadre de sa société de conseil en stratégie et pour l'Institut Montaigne, et notamment un rapport intitulé Un islam français est possible, paru donc en septembre 2016. Pour écrire ce rapport, La fabrique de l'islamisme, il a fait appel donc à une équipe. Vous voyez, une douzaine de personnes ont travaillé avec lui, dont vous voyez les noms en bas à gauche de votre écran. Et aussi, il a fait appel à des partenaires spécialisés dans le big data, et notamment Bloom by Digital Partners, qui a donc traité de ces données en big data à partir d'algorithmes conçus notamment à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ce rapport, constitué de 4 grandes parties, la généalogie, la production, la diffusion et ce qui nous intéresse ici, la réception de l'islamisme, a été produit par l'Institut Montaigne, qui est un think tank français d'orientation libérale, créé par le PDG d'AXA et qui vit grâce à des contributions privées de plus de 150 entreprises de diverses tailles et de divers secteurs. Alors comme vous allez le voir, c'est un travail relativement complet qui a nécessité donc l'analyse de plus de 200 ouvrages académiques et rapports scientifiques, une soixantaine d'entretiens auprès d'acteurs divers, et notamment académiques. J'ai été moi-même interviewée par l'équipe. Des milliers de documents fuités par Wikileaks, des fatwas et une analyse Big Data donc menée sur essentiellement Twitter et Facebook. Alors qu'est-ce que c'est que le Big Data ou données massives? Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un ensemble très volumineux de données qu'on ne pouvait pas traiter par les outils classiques informatiques, et puisqu'il nécessite des calculs très puissants sur un volume d'informations tellement immense qu'on a parfois du mal à se le représenter. Donc ça nécessite des nouvelles technologies de stockage, des modes de calcul à haute performance, et ce qui est intéressant avec le big data, c'est qu'on peut traiter d'informations provenant de tout type de support, que ce soit des textes, des vidéos, des informations climatiques, des signaux GPS, des enregistrements transactionnels. Quand vous allez faire vos courses, vous laissez un certain nombre de traces qui vont pouvoir être donc, grâce à cette puissance de calcul et de traitement, on peut traiter à la fois des données, ce qu'on appelle des données structurées, qui ont été produites dans un objectif particulier, les données déclaratives, les questionnaires, etc. Mais on peut aussi traiter de données non structurées qui proviennent
des photos, des vidéos ou des textes qui sont publiés sur les réseaux sociaux et qui donnent beaucoup d'informations comportementales, par exemple. Donc des données non intentionnelles qui vont pouvoir être traitées pour des usages autres que ce pourquoi ils ont été produits. Alors ces données non structurées laissent des traces et les islamistes en particulier laissent de nombreuses traces sur Internet où leur univers de référence et de sens se déploie. Ils sont grands producteurs, ils sont grands consommateurs aussi de symboles, de codes, de normes. Souvent ce sont des experts, ils ont développé cette expertise au fil du temps dans l'usage des réseaux sociaux qu'ils emploient depuis le début. Ces réseaux ont la particularité d'être transnationaux, plutôt regroupés par l'usage de la langue. Alors, il y a des langues internationales comme l'arabe, comme l'anglais, qui sont vraiment utilisées très largement par ces groupes. Ces groupes sont plutôt discrets, voire secrets. Ils agissent souvent en utilisant des pseudonymes et ils sont très mobiles. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils réapparaissent, mais dans le temps, ils laissent un certain nombre de traces. Donc cela présente a priori un grand intérêt pour les sciences sociales qui étudient donc les comportements. Alors qui sont les islamistes qui sont désignés ici? Ce sont principalement les wahhabo-salafistes et les frères musulmans. Je n'ai pas mis de majuscule, donc il ne s'agit pas de la confrérie, mais de quelque chose de plus large autour de la confrérie. L'islamisme est défini ici comme un projet total visant à codifier et à normer les rapports sociaux, les relations entre les hommes et les femmes, les relations entre les musulmans et les non-musulmans, les pratiques alimentaires, les pratiques matrimoniales, les conduites halal, le licite, l'illicite, les principes économiques, etc., etc. C'est pourquoi le rapport a choisi de désigner wahhabo-salafistes et frères musulmans du même terme d'islamisme qui renvoie donc à l'islam politique. Comme le dit Hakim El-Karoui, cette volonté de normalisation est foncièrement politique, elle se prononce sur les caractéristiques de l'autorité légitime et elle organise la vie dans la cité. Donc je suis d'accord, il n'y a pas lieu de doter de ce groupe d'islamistes les rigoristes que sont les wahhabo-salafistes en régissant tous les moments, tous les actes, tous les comportements de la vie, ils font œuvre politique. Donc le périmètre du traitement, à partir des informations qui ont été fournies par les chercheurs de l'Institut Montaigne, Blum a récolté plus de 15 millions de documents provenant de plus de 3 millions de comptes, et cela pendant 8 mois, entre le juillet et mars 2018. Alors, l'intérêt de travailler l'islam sur le web, c'est que l'islam est la première religion sur le web francophone. Si on regarde un petit peu ce tableau, on voit à gauche les pages musulmanes, à droite les pages catholiques, et on voit que Iqra TV a plus de 461 000 fans, alors que Kato TV a plus de 233 000 fans, Oumma plus de 740 000, Le Jour du Seigneur 207 000, CCIF plus de 124 000, Église catholique plus de 90 000. Alors, 65% des Français se déclarent catholiques, à peu près, très très loin devant l'islam, qui est la deuxième religion de France, estimée à 5 millions de fidèles aujourd'hui. Donc on voit que les pages musulmanes sont particulièrement fréquentées. Alors si on regarde en termes d'engagement, pas seulement des likes ou des followers, les engagements, ça représente le nombre d'actions effectuées sur un compte, c'est-à-dire ça peut être des partages, ça peut être des commentaires, ça peut être des retweets sur Twitter, etc. On voit que les engagements sur les sites musulmans sont bien supérieurs aux engagements qu'on va retrouver sur les sites catholiques. Alors, on va mesurer maintenant l'influence. Et pour cela, les données massives vont permettre de repérer
les influenceurs des courants islamistes et de mesurer cette influence. Pardon. Donc vous voyez ici le palmarès Twitter, on va comparer le nombre de followers et voilà ce qu'on obtient. Le nombre de followers représente le nombre de comptes qui suivent une personnalité. Là, il s'agit des personnalités essentiellement politiques ou religieuses. Et il donne une première indication de la popularité d'une personnalité. Il ne donne pas par contre d'indication sur l'adhésion à ces figures. Car on trouve parmi les followers aussi bien les curieux que les adhérents, les détracteurs, les journalistes, etc. Donc la popularité, ça n'est pas l'influence. Mais enfin, on voit ici que derrière Barack Obama, Trump, Bill Gates, etc., on va trouver Mohamed Al-Harifi avec 21 millions de followers, suivi d'un autre prédicateur saoudien avec 19 millions de followers, devant le Dalai Lama et devant, par exemple, le pape François. Alors pour mesurer l'influence, il est préférable de considérer ce qu'on appelle les engagements. Et si on prend le prédicateur salafiste wahhabite le plus populaire du monde, on l'a vu, El Harifi, qui a plus de 21 millions de followers sur Twitter, on voit que les engagements, c'est-à-dire les interactions avec ce compte, s'élèvent à près de 1,2 million. Cela donne une indication de son influence sur la toile. C'est une influence qui est comparable à celle d'un chef d'État, puisque quand on compare les engagements, eh bien, Al-Harifi a le même taux d'engagement que le président Macron, c'est-à-dire 5 à 6%. Un petit nombre de prédicateurs wahhabites sont très influents. Et on remarque que les prédicateurs wahhabites sont plus influents que les prédicateurs fréristes mondialisés. On voit que le prédicateur wahhabite Al-Harifi a 2 fois plus de followers que le frériste égyptien bien connu Amr Khaled, et il a également 11 fois plus d'engagement. Donc ça, c'est au plan mondial. Mais qu'est-ce qu'on peut connaître à partir des analyses big data des prédicateurs wahhabites qui ont le plus d'influence sur les réseaux francophones? Nous allons le voir. Donc pour déterminer ces prédicateurs francophones, ces relais francophones des prédicateurs salafistes, Bloom a testé donc a fait des tests à partir d'une liste de prédicateurs fournis par l'équipe de chercheurs de l'Institut Montaigne, ce qui a permis de désigner 5 de ces ultra-conservateurs wahhabites, Ibn Baz et Ibn Utaymin, qui sont tous les deux des prédicateurs décédés mais dont les comptes sont tenus par leurs étudiants, et certaines des plus grandes sources, les plus grandes sources théologiques pour les librairies musulmanes francophones. Et donc ces 2 personnages que vous voyez, Ibn Baz et Ibn Utaymin, et 3 autres figures issues de l'université saoudienne de Médine, Al-Fawazan, Al-Madrali et le Cheikh Al-Rouaili. Donc ils émettent des contenus théologiques principalement en langue arabe qui vont être repris et traduits par des prédicateurs ou des influenceurs francophones. Et c'est ce que l'algorithme de Bloom va nous permettre de repérer, c'est justement ces relais et traducteurs francophones salafistes de ces grandes figures vers la twittosphère francophone. Les prédicateurs les plus influents de la salafisphère sont relayés, je l'ai dit, par des relais traducteurs. Et on le voit ici sur ces schémas en haut, la taille de l'acteur définit son influence sur Twitter. Plus le cercle bleu est grand, plus son rôle est important.
La proximité entre deux acteurs définit aussi l'intensité de leurs liens. Plus ils sont proches, plus les échanges sont nombreux. Alors, comment on a procédé pour faire ça? Les chercheurs de l'Institut Montaigne ont donné à Bloom une liste de comptes liés à certains prédicateurs afin d'évaluer leurs liens et leur proximité. Et on voit donc que si on regarde tout à fait à droite, le réseau du prédicateur saoudien Madrali, à droite, est composé donc de 543 acteurs, dont 248 saoudiens, 194 algériens et 21 français. La France est le premier public non arabe du prédicateur. On va voir que Ilm Sharia, qui est la science légiférée, un site internet très très populaire parmi les salafistes, et un autre, Al-Ghuraba, sont les principaux diffuseurs des contenus de Madrali. Au centre, le réseau du Cheikh Al-Rouaili est composé de 2000 acteurs, dont 1216 comptes saoudiens et 27 comptes français. Et parmi les comptes relais, on va voir Tawhid First, Ilm Sharia, la science légiférée, ou encore Sidati Abu Abderrahman, qui est un relais important. Et enfin, le réseau du Cheikh Salih El Fawzan, qui est composé de 559 acteurs, dont 369 saoudiens, 37 algériens et 30 français. Et on voit donc sur le schéma les principaux relais de sa prédication. Une fois repérés les relais traducteurs, il a été possible donc de les ranger par catégorie. Alors ça, on fait ça à la main, bien sûr. Et ça a permis donc de mettre en évidence trois grandes catégories: les étudiants de Médine, les étudiants du Maghreb, d'Égypte et du Yémen, et d'autres orientations de personnages anonymes qui sont donc derrière des sites internet. Et ça a permis aussi de voir que la diffusion du salafisme suit une organisation assez rigoureuse, très hiérarchisée. Les acteurs sont définis, il y a les maîtres et les disciples. Il y a un système d'accréditation, une lettre de recommandation, une tazkiya d'un ouléma permet à un étudiant de diffuser sa pensée ou ses directives. Il y a aussi le diplôme, la ijaza, qui est un diplôme qui permet d'enseigner la pensée d'un maître. Alors, à qui s'adressent ces prédicateurs influents? Quelle est la taille de cette salafisphère francophone? Quelle est la densité des interactions? Alors ici, la méthodologie consistait à récolter sur Facebook et Twitter tous les messages publics faisant mention de l'un des 5 prédicateurs. Et donc la machine a révélé que 12 308 publications publiques ont été diffusées sur Twitter et Facebook, qui ont généré 118 458 réactions publiques. Donc c'est un chiffre qui n'inclut pas, bien sûr, les documents diffusés sur les comptes privés. Et donc, on voit que 3 891 comptes sont à l'origine de ces publications. On va les appeler les activistes. Et 59 321 comptes ont réagi à ces publications. On va les appeler ici les sympathisants. Alors, sympathisant, ça donne une tonalité, une impression plutôt positive. Est-ce qu'on a vraiment affaire à des sympathisants? Est-ce que ces réactions à ces documents publiés par les prédicateurs sont réellement positives? C'est ce qu'on va voir dans la diapo suivante. Donc ici, Bloom a proposé d'analyser la teneur de ces réactions grâce à un algorithme qui est utilisé en marketing et qui permet de mesurer la tonalité émotionnelle des réactions à partir des écrits ou à partir des signes, comme par exemple les émoticônes. Et ça donne donc le résultat suivant: 84% des réactions observées relèvent de la confiance et 8% de la joie. C'est pas très subtil non plus, ce sont quand même des grosses catégories. C'est peut-être le début c'est encore le début, si on peut dire, du big data.
Alors sur Twitter, qui rassemble davantage d'experts, plutôt si on le compare à Facebook, les calculateurs ont repéré 783 activistes qui interagissent très régulièrement et de façon intense avec 7 comptes que l'on peut considérer comme étant les 7 principaux influenceurs wahhabo-salafistes de la salafisphère francophone. Donc je vous laisse lire les noms qui sont sur votre gauche. Ce schéma confirme la légitimité accordée aux prédicateurs d'Arabie Saoudite dont les contenus sont repris et traduits sans cesse pour le public francophone, et le graphique montre l'intensité de ces échanges. Alors nous avons vu comment les algorithmes nous permettent d'évaluer l'influence et de déterminer les influenceurs, mais ils influencent à propos de quoi? Il faut pour cela passer à des analyses thématiques avec des questions comme qui parle de quoi, quelles sont les thématiques les plus récurrentes dans la salafisphère francophone, quels sont les comptes les plus influents sur chaque thématique. Alors pour définir ces thématiques, comment l'équipe a-t-elle procédé? Eh bien, elle a repéré dans les best-sellers des librairies musulmanes ou différents supports numériques comme les DVD, de recenser une vingtaine de termes fréquemment utilisés dans le vocabulaire salafiste. Ils les ont fournis ensuite à Bloom, qui les a ensuite enrichis de façon automatique par des termes connexes au champ lexical d'origine et les a classés par thématique. Et la règle qu'ils se sont donnée était la suivante: on ouvre une thématique si elle concerne au moins 1000 documents. Alors on voit ici l'étude des best-sellers, la sélection des mots-clés, ensuite l'ajout de termes connexes au champ lexical, et ensuite la mise en place des thématiques. Donc voici les thématiques qui récoltent donc le plus de succès. Ce sont celles qui sont rattachées à une certaine identité, avec les normes vestimentaires, l'utilisation de termes mettant en opposition les musulmans et les non-musulmans, les normes vestimentaires en lien avec la notion de pudeur qui organise la séparation des corps et des espaces féminins et masculins, la hijra chez les salafistes, qui est obligatoire pour vivre sa foi en terre musulmane, et si on reste en Occident, ce n'est que pour un objectif, c'est la prédication. Le terme de kufar, qui désigne les mécréants, qui ne croient pas à la religion musulmane, est très souvent employé. Les pieux prédécesseurs, les salafs, sont un groupe d'élection qu'il faut imiter en tout point. Donc il y a beaucoup d'éléments sur ce thème-là. La question du tawhid, qui souligne l'absolue unicité divine, il n'y a qu'un Dieu, et les piliers de la foi, la aqidah, qui englobe la croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Et enfin, la bid'a, qui est très réprouvée, car c'est une innovation religieuse interdite ou blâmable. Chaque adaptation au contexte, finalement, est perçue comme une menace. Les auteurs relèvent par ailleurs 2 sujets prépondérants à la croisée de ces thématiques, qui sont l'antisémitisme, mais pas l'antisionisme comme chez les frères, et le statut inférieur de la femme. Donc ensuite, on a réparti en fait ces données à voir, en fait, comment se répartissent l'intérêt pour ces différentes thématiques, donc en fonction des auteurs et des communautés liées aux thématiques salafistes, et d'autre part les documents et engagements autour des thématiques salafistes. Donc je vous renvoie pour tous les détails au rapport de l'Institut Montaigne qui commente donc chacun de ces éléments. Alors, vous allez me dire, on a beaucoup parlé des wahhabo-salafistes, mais on n'a pas parlé des frères. Eh bien, la raison pour laquelle on ne parle pas
beaucoup des frères, c'est parce que, à la différence des salafistes, les frères musulmans abordent les thématiques propres à leur territoire, en relation avec l'actualité sociale et politique et en fonction de leur milieu. Donc il est assez difficile de repérer leur influence sur le net qui semble moins forte que l'influence dans la vie sociale, tout simplement. Donc on a le salafisme qui forme une nébuleuse autour d'une organisation globalisée, bien structurée, composée de centaines de militants activistes qui travaillent à la diffusion d'une idéologie assez bien maîtrisée par les prédicateurs wahhabites, qui ont donc pour origine l'Arabie saoudite, alors que le frérisme, ce qu'on appelle la matrice frériste, s'est plutôt développé autour du maillage territorial, opéré par les frères canal historique de l'Union des organisations islamiques de France. Et donc, les informations relayées par les comptes fréristes sont des informations relativement de sociopolitiques assez larges qui font qu'ils sont beaucoup d'audience en dehors de la sphère frériste. Et donc, on a du mal à dégager à la fois des influences et à la fois des thématiques privilégiées par les frères. Alors, ce qu'ont fait l'équipe de l'Institut Montaigne et Bloom, c'est de se concentrer sur certaines mobilisations. Donc, ils ont choisi deux affaires. L'affaire Ramadan, qui a été accusée en octobre 2017 de plusieurs viols, et donc qui a donné lieu à un certain nombre de plaintes et beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux musulmans. Et une autre affaire qui n'a rien à voir, qui est celle de la chanteuse musulmane Menel Ibtissem, qui avait donc candidaté à l'émission The Voice et avec son foulard et qui en a finalement été exclue. Donc ces deux affaires ont quelque chose quand même en commun, ce serait l'idée qu'on aurait affaire à de l'islamophobie organisée. Et donc ces deux affaires, quand on les a moulinées avec la machine au calculateur, on arrive à mettre en évidence des liens entre les activistes fréristes de différentes sphères, des activistes politiques, comme on en trouve par exemple au CCIF ou au PIR, des frérots salafistes, par exemple Alkant, Baraka City, Islam et Info, et puis des acteurs anonymes, plutôt dans la sphère de l'extrême droite, Soral, Dieudonné, mais on voit que finalement l'analyse de données massives n'apporte pas grand-chose à ce qu'on savait déjà. Disons que ça peut permettre de confirmer et d'objectiver par des schémas. On voit aussi que les islamistes, les frères et les salafistes font un usage différencié des réseaux sociaux. Twitter est vraiment le royaume salafiste, si on peut dire. Les étudiants de Médine sont parmi les principaux influenceurs et diffusent des références religieuses saoudiennes qui jouent un rôle donc majeur sur Twitter. On trouve aussi Baraka City, Alkant, Fateh Kimouj, Marwan Mohamed qui appartiennent à la sphère frériste. YouTube est aussi utilisé par les prédicateurs francophones. Alors YouTube, ce sont des vidéos mises en ligne. Les deux tendances sont présentes. Les vidéos, d'ailleurs, sont les premiers médias qu'ont utilisé les frères musulmans dès les années 1980-90. Ils utilisaient alors des cassettes vidéo qui se vendaient dans les librairies islamiques, les mosquées ou les marchés. Facebook, on le sait, met en évidence plutôt des figures individuelles, ça c'est vrai de façon générale. C'est le réseau social le plus utilisé en France avec 32 millions d'utilisateurs par mois. Et le rapport donc évalue l'audience potentielle du contenu islamiste sur Internet à une fourchette entre 900 000 et 1,2 million de personnes, soit la moitié des Français de confession musulmane présents sur Facebook,
ce qui signifie, selon le rapport, que 62,5% des internautes musulmans sont susceptibles d'être touchés par des contenus à tendance islamiste, ce qui représente, d'après leurs calculs, environ 27% des musulmans, un chiffre qu'il était possible de mettre en rapport, en parallèle avec les 28% d'individus musulmans français sensibles aux thèses islamistes qui avaient été donc mis en évidence par le rapport précédent de l'Institut Montaigne et selon aussi plusieurs rapports qui font état de entre 25% et 30% de musulmans qui sont en décrochage par rapport aux valeurs dites de la République. Certains acteurs musulmans francophones, fréristes et salafistes, ont des audiences absolument époustouflantes si on les compare à de grands comptes connus de partis, d'ONG, et pas seulement d'ailleurs des likes, mais aussi des engagements, comme c'est le cas de Syria Charity, de Baraka City, qui sont des ONG caritatives islamiques fréristes. On retrouve aussi des prédicateurs comme Rachid El-Jay, qui était connu autrefois sous le nom de Rachid Abou Hudayfa, l'imam de Brest, qui avait défrayé la chronique en annonçant dans une mosquée à des enfants qu'ils risquaient d'être changés en singes et en porcs s'ils écoutaient de la musique. On le trouve, Rachid Abou Hudayfa, entre Médecins sans frontières et Cyril Hanouna. Donc c'est dire l'extraordinaire audience que ces prédicateurs francophones, qui sont souvent assez jeunes, ont sur les réseaux sociaux, que ce soit donc sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Alors, et les femmes, me direz-vous? Eh bien, absolument rien sur les femmes dans ce rapport. Simplement une mention. Les femmes, les femmes musulmanes, on les trouve essentiellement sur Instagram. Et ça, c'est tout à fait intéressant de voir que, alors qu'Instagram en général est utilisé à 51% par les femmes, donc conforme à la démographie, ici 71%, et que de façon générale aussi 71% des Instagrammeurs, comme on dit, ont moins de 35 ans, on voit ici que les femmes musulmanes ont le top des comptes Instagram musulmans. Donc ce sont généralement des pages dédiées à la mode islamique, qui mêlent souvent d'ailleurs des contenus marchands et des contenus religieux rigoristes, la promotion de styles vestimentaires islamiques, des conseils de beauté, des recettes de cuisine, etc., etc. Mais tout cela n'est pas très très bien documenté dans ce rapport. Et enfin, il y a bien sûr Telegram Messenger, qui est une application de messagerie sécurisée hébergée sur le cloud. Et là, on trouve au moins 6000 personnes, entre 6000 et 15 000 personnes présentes donc sur les chaînes salafistes sur Telegram. Et donc ça représente le noyau dur des salafistes. Telegram, c'est le compte utilisé par les gens qui veulent de l'anonymat et de la sécurité, c'est-à-dire notamment par Daesh. Donc les tendances islamistes dominent très largement sur Internet. Si on compare par exemple quelqu'un comme Rachid Benzine et Marwan Mohamed, Rachid Benzine a 10 fois moins de followers que Marwan Mohamed. Le CFCM est équivalent à peu près à ce que fait Mohamed Bajrafil ou Rachid Benzine. Très loin donc derrière le compte les musulmans. Voilà, alors pour conclure, l'intérêt pour l'étude des autorités religieuses est évident. Le net est aujourd'hui le lieu privilégié où se construit la légitimité des prédicateurs.
L'audio et l'image permettent de diffuser et d'analyser les dimensions charismatiques des discours, il y a la gestuelle, il y a le ton, etc. Donc le big data peut à la fois repérer la popularité, estimer le degré d'adhésion ou de rejet, et de façon générale le niveau d'engagement avec ses autorités ou ses influenceurs. C'est assez basique bien sûr, mais ça donne quand même des tendances générales très solides. Donc dire que l'ensemble du réseau salafiste, par exemple, se réfère essentiellement à 7 médiateurs traducteurs francophones qui relaient la pensée des principaux oulémas saoudiens, c'est quand même assez intéressant. Deuxième intérêt, un peu moindre quand même pour l'étude des normativités religieuses, les algorithmes puissants peuvent repérer, hiérarchiser les thèmes abordés dans les discours, écrits, audio, vidéo, dans ce qu'on a appelé les traces, bien que ça soit encore assez dépendant du contexte des événements. Mais ça, c'est aussi une question de design de la recherche. Comme le disait Dominique Cardon, l'utilité et la valeur des données ne peuvent être séparées des opérations algorithmiques appliquées à ces données, bien sûr. Le traitement massif doit être réalisé plutôt, à mon avis, en confirmation ou en infirmation d'hypothèses qui ont été préalablement posées. Aujourd'hui encore, il semble difficile de laisser au robot le travail prospectif, c'est-à-dire le soin de définir des hypothèses de travail. Heureusement. Le machine learning est encore loin de pouvoir traduire la sophistication des raisonnements en sciences sociales. Un autre apport est intéressant, c'est la capacité de visualisation des données tout au long du travail qui permet de nourrir des hypothèses, de les confirmer, de les infirmer, ces hypothèses intermédiaires, et donc de corriger le tir en cas d'incohérence. La rapidité des calculateurs permet de multiplier justement ces hypothèses et de tester. Alors il peut y avoir bien sûr beaucoup de mésusages du big data, et alors le principal c'est vraiment le biais de confirmation. Le biais de confirmation qui consiste à entrer des informations dans le système pour finalement les retrouver confirmées à la fin. Ça, c'est vraiment le gros risque de l'usage des technologies informatiques en général. Comme le disait l'écrivain Antoinette Rouvroy dans Le gouvernement algorithmique, un algorithme programmé pour refléter de manière objective notre société risque de refléter les préjugés de celle-ci. De même, si on ne donne pas les bonnes informations dès le départ, il se peut que le mammouth accouche d'une souris, et cela a un coût prohibitif. Le big data est un outil à la main du chercheur qui doit posséder une compréhension générale et détaillée de son fonctionnement. Or, à ce niveau de sophistication, il est recommandé que les chercheurs travaillent en très proche collaboration avec des informaticiens. On doit faire de l'interdisciplinarité dès le début du projet, au moment où on élabore les hypothèses de travail, si on veut optimiser et maximaliser les résultats. Une autre question qui se pose, c'est la question du coût, qui semble encore prohibitif. Ici, c'est un rapport privé dont on ne connaîtra jamais le coût. Les labos publics peuvent travailler avec ces entreprises privées, mais il faut qu'ils aient les moyens d'influencer, de contrôler à minima ces algorithmes et ne pas être tentés d'acheter des produits tout faits. Donc il faut faire du sur-mesure, ce qui a nécessairement un coût humain, financier, etc. Ce qui pose donc la question du rapport coût-bénéfice. Donc pour conclure cette conclusion, c'est plutôt intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce rapport grâce à ces calculs. C'est du solide, comme on dit, et je pense que ça peut compléter très très utilement les analyses quantitatives et qualitatives que nous faisons.